Ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Cet après-midi, les sénateurs poursuivent l'examen du projet de loi de modernisation de l'agriculture. Ils ont entamé le titre 3 qui consiste à inscrire l'agriculture dans une politique de développement durable des territoires. Parmi les thèmes abordés, la préservation du foncier agricole. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle. Très bonne séance à tous. Nous reprenons la discussion du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 411, tendant à insérer un article additionnel après l'article 12A. Alors, je vais appeler l'amendement 411. Qui le défend, Madame Hervieux? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Encore une fois, vous comprendrez bien sûr que c'est un amendement que je pourrais qualifier d'appel, puisque c'est un appel non dissimulé à notre rapporteur. C'est encore une fois un rapport, mais mon collègue tout à l'heure, Jean-Pierre Sueur, le disait, c'était la seule manière que nous avions d'entamer ce débat, puisque les amendements que nous avions déposés en accord avec les jeunes qui travaillent en faveur de l'installation n'ont pas passé le crible de l'article 40, donc nous nous replions derrière cet amendement d'appel. Il s'agit dans cet amendement d'une demande de rapport, bien entendu, sur les installations non aidées. On a eu le débat déjà tout à l'heure. Je ne reviens pas sur ce que nous avons dit sur la demi-SMI, mais ça serait justement particulièrement intéressant de voir si c'est la surface ou si c'est le projet qui fait la validité de la pérennité de l'exploitation. Le renouvellement des générations est un enjeu crucial pour l'avenir de l'agriculture et la validité de nos territoires. Et aujourd'hui, malheureusement, ces installations ne sont plus suffisantes pour compenser les départs à la retraite et les cessations d'activité. Il est regrettable de constater que les 2/3 des installations agricoles sont des installations non aidées encore dans beaucoup de départements et de régions, c'est-à-dire sans le versement de la dotation. Cette situation nous paraît parfois anormale. Nous devrions accompagner la plupart des candidats à l'installation. Et nous souhaitons donc comprendre pourquoi la majorité des candidats à l'installation est écartée du dispositif national et surtout, une fois qu'ils se sont installés malgré tout, qu'est-ce qu'ils deviennent de leur exploitation? C'est-à-dire si réellement c'était une exploitation qui ne méritait pas d'être aidée parce qu'elle était vouée à l'échec économique, ou au contraire, si malgré le fait qu'elle ne soit pas aidée, eh bien elle continue, elle perdure et elle trouve sa place dans le monde de l'agriculture. Donc nous estimons que cette analyse devrait vraisemblablement conduire à un aménagement du dispositif d'aide à l'installation et des différents critères d'éligibilité. Merci, Madame. Quel est l'avis du rapporteur de la Commission? Oui, merci, Monsieur le Président. Nous avons eu l'occasion, à travers l'amendement qu'avait déposé Monsieur Sueur, d'aborder ce point. J'ai proposé que nous puissions, au sein du Parlement et au sein du Sénat en particulier, créer un groupe de travail avec le syndicalisme jeune pour aborder ce point. Donc je demande à Odette Hervieux, si elle était d'accord, de retirer son amendement, puisqu'elle sait, et elle le dit chaque fois, que je ne suis pas favorable au rapport. Monsieur le ministre, votre avis? Même avis que le rapporteur, Monsieur le Président, avec une proposition de retrait, avec les explications suivantes. Le phénomène des installations non aidées est particulièrement bien renseigné par le ministère de l'Agriculture. Nous avons 10 000 installations non aidées annuelles. Sur ces 10 000, 20% correspondent à des transferts entre époux, ce qui justifie qu'il n'y ait pas d'aide particulière. 40% sont le fait de personnes qui sont âgées de plus de 40 ans, ce qui explique qu'elles ne puissent pas être éligibles aux aides à l'installation. Ça rejoint le débat que nous avons eu avec M. Muller tout à l'heure. Et enfin, sur les 40% restants qui ont moins de 40 ans, un peu moins de la moitié ne disposent pas de la capacité professionnelle requise. Et on rejoint là aussi le débat sur l'acquisition des capacités professionnelles et sur les diplômes nécessaires à l'installation. Donc pour toutes ces raisons, je crois qu'à la fois nous avons une situation qui est bien renseignée par le ministère de l'Agriculture et en même temps une explication à l'absence d'aide sur ces installations non aidées. Merci. Madame Hervieux, le maintenez-vous? Vous le retirez? Vous le retirez. Je vous remercie. Monsieur Muller, j'appelle l'amendement 629 rectifié, si vous voulez bien le défendre. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cet amendement porte sur
la question épineuse des prix des terres agricoles qui peuvent constituer un obstacle à l'installation. Alors, il existe un arrêté du ministre de l'Agriculture en date du 20 novembre 2008 et paru le 5 février 2009 au JO qui précise la valeur des terres décidée dans l'attente de la publication du répertoire de la valeur des terres agricoles. Cet arrêté définit la valeur vénale pour les deux catégories de référence, les terres labourables et les prairies naturelles. Il décline par département et par région naturelle des prix dominantes, les maxima et minima. Et il sert donc de référence dans le cadre du dispositif de révision de prix SAFER. Sur cette question, il nous paraît plus juste de fixer la valeur vénale en considérant l'usage du sol et donc son rendement économique. Ainsi, nous estimons que les éléments de fixation de la valeur vénale doivent être révisés afin d'intégrer comme indicateur de base le nombre moyen d'années de carrière d'un agriculteur et la valeur du fermage selon les barèmes départementaux qui existent dans les arrêtés préfectoraux. Ma proposition est donc la suivante. La valeur d'une terre agricole serait estimée en faisant le produit du nombre moyen d'années de carrière du paysan fois la valeur locative, le statut du fermage serment de barème. Ainsi, prenons pour exemple un fermage à 100 € de l'hectare par an sur 30 ans ramène la terre à un usage de 3 000 € l'hectare de valeur vénale. Nous estimons que cette proposition est doublement intéressante. Premièrement, elle répond en partie à la question de l'installation. Quand un jeune s'installe, le prix du foncier est lourd. C'est un investissement qui peut le diminuer, qui peut le contraindre dans ses investissements en capital d'exploitation. Il nous paraît donc intéressant d'encadrer le prix des terres agricoles et de prendre des critères objectifs, en l'occurrence la valeur économique des terres. Et puis il y a une deuxième raison, et j'en terminerai par là. Tout à l'heure, mon amendement visant à reconnaître le statut d'exploitant à partir des heures travaillées plutôt que la surface a été rejeté. Alors, puisque la surface reste le critère de référence, si on veut faciliter l'installation, eh bien, faisons en sorte que les prix de la terre ne dérivent pas. Et c'est donc le sens de cet amendement. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. L'article L. 312.3 du Code rural prévoit la tenue dans chaque département d'un répertoire permettant d'évaluer la valeur des terres agricoles. Trois notions sont analysées, la valeur vénale, la valeur locative et la valeur de rendement. La valeur de rendement des terres agricoles est calculée par région naturelle en fonction notamment du revenu d'exploitation. Cet amendement propose de remplacer le revenu d'exploitation par la valeur des fermages. Or, la valeur des fermages permet de calculer la valeur locative et n'a rien à voir avec le rendement. Donc cet amendement risque de semer la confusion. J'y suis défavorable. Monsieur le ministre, votre avis. Défavorable également, Monsieur le Président, et nous ne souhaitons pas non plus faire de lien entre la valeur des terres et l'usage qui est en effet, parce que je crois que les deux choses sont distinctes. Bien, le maintenez-vous, Monsieur Muller? Vous le maintenez. Donc je mets au... Madame, pour explication de vote? Allez-y. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons plusieurs fois abordé ce thème de la sacralisation des terres agricoles. On l'a fait dans le Grenelle, on l'a aussi fait dans la loi de finances portant budget de votre ministère, Monsieur le Ministre, et on nous a dit que nous reviendrions sur ce sujet dans la LMA. Est-ce que nous sommes au bon endroit pour discuter de la valeur des terres agricoles, puisque le problème de l'installation est évidemment lié à la question de la valorisation de la terre. Lorsque vous avez des expropriations de jeunes agriculteurs ou des expropriations pour des projets industriels à venir dont personne n'est sûr qu'ils verront un jour le jour précisément, cette sacralisation des terres agricoles est quand même un sujet que nous devions aborder dans ce texte. Je ne suis pas très sûre que nous ne soyons pas au bon endroit pour le faire. Est-ce que vous souhaitez répondre à Madame Goulet? Personne? Bien. Alors, je mets aux voix cet amendement qui a un avis défavorable de la Commission et du ministre. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.
Maintenant, nous avons 3 amendements qui vont faire l'objet d'une discussion commune. Le 614 de notre collègue Muller, le 549 du président Collin et le 165 rectifié de Madame Herviot. Monsieur Muller, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cet amendement porte sur l'amélioration de l'information quant à la disponibilité en terre. L'article L. 330-2 est relatif à l'obligation pour l'exploitant de faire connaître à l'autorité administrative son intention de cesser son activité 18 mois au minimum avant la prise d'effet de la retraite. Il s'agit ici de la déclaration d'intention de cesser son activité, la DIC2A, qui indique les caractéristiques de l'exploitation libérable et son devenir. Cette DIC2A peut notamment être utilisée pour être portée à la connaissance d'éventuels candidats dans les répertoires départ-installation. Toutes les organisations agricoles admettent qu'un projet d'installation est long à mettre en œuvre. Le délai actuel de 18 mois retenu dans la loi est trop ténu, car le repérage du ou des repreneurs, les discussions et arbitrages à mettre en œuvre, je pense notamment aux échanges avec les propriétaires, le parcours d'installation, je pense aux formations éventuelles à mettre en œuvre, tout cela nécessite une période beaucoup plus longue. Le fait de faire connaître au public cette disponibilité en terre est impérative pour se donner les moyens de toucher le plus grand nombre de candidats possible, surtout au vu des difficultés qu'il y a à s'installer aujourd'hui. Bien. Monsieur le Président Collin, votre amendement, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le renouvellement des générations est un enjeu majeur, un enjeu crucial même pour l'avenir de l'agriculture et la vitalité de nos territoires. N'oublions jamais qu'il s'agit là d'une des rares activités non délocalisables qui induit des emplois dans beaucoup d'autres secteurs, matériel agricole, transport, commerce, artisanat, industrie, agroalimentaire, distribution, services, etc. L'agriculture, à l'évidence, est donc un prérequis à des territoires vivants, à des territoires dynamiques. Or, on le sait tous, les installations ne sont pas suffisantes pour compenser les départs à la retraite et les cessations d'activité. Quel jeune, en effet, peut-il avoir envie d'un labeur de tous les jours pour à peine un RMI, avec en plus une cotisation minimale à payer pour bénéficier de l'assurance maladie et la perspective d'une retraite qui n'atteint même pas le minimum vieillesse servi aux autres. On pourrait s'étonner d'ailleurs qu'un projet de loi de modernisation de l'agriculture ne contienne aucune disposition sur ce sujet. La Commission de l'économie a introduit, et je l'en félicite et l'en remercie, 2 nouveaux articles, l'un qui encourage l'installation sous forme sociétaire et l'autre qui formalise une procédure d'enregistrement de tout projet d'installation. C'est un progrès, certes, qu'il faut souligner, mais qui reste un peu faible et il faut faire émerger de nouvelles candidatures à l'installation et aussi favoriser la mise en relation entre cédants et repreneurs. Et dans cet objectif, notre amendement propose de porter le délai dont disposent les exploitants pour faire connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et indiquer si elle va devenir disponible de 18 mois à 24 mois au moins avant leur départ à la retraite. Il nous paraît en effet que la recherche d'un repreneur, mais aussi la mise en œuvre d'un projet d'installation nécessite, de notre point de vue, une période plus longue. D'autre part, afin de susciter de nouvelles candidatures, il est impératif que ces informations soient portées à la connaissance du public. Or, l'article 332 n'en fait pas une obligation, mais une faculté, ce que l'on peut regretter. Voilà, pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous demande d'apporter votre soutien à cet excellent amendement. Merci, Monsieur Collin. Maintenant, je vais appeler le 165 rectifié de Madame Herviot, si elle veut bien le défendre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Chaque exploitant agricole qui part en retraite doit en informer l'autorité administrative et lui transmettre les caractéristiques de son exploitation ainsi que la mise en disponibilité ou non de cette dernière. Le futur retraité peut alors décider de rendre ces informations publiques, mais on remarque encore que trop souvent il ne le fait pas.
Notre amendement vise tout simplement à rendre systématique la diffusion, la publicité de ces informations. On le sait, on l'a répété, les fermetures d'exploitation se multiplient au point qu'aujourd'hui, un exploitant agricole sur 6 envisage de mettre la clé sous la porte dans l'année à venir. Pourtant, nous savons tous que pour chaque exploitation agricole qui ferme, ce sont non seulement des emplois, mais des savoir-faire qui sont perdus. Et en réalité, c'est une part essentielle de la vie de nos territoires qui risque de disparaître. Nous l'avons souvent répété, il y a urgence à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, urgence à organiser les rencontres des anciens et des nouveaux, à rétablir la chaîne de transmission entre les générations. Or, de toute évidence, il est impossible qu'une exploitation soit reprise dans des bonnes conditions, si je peux me permettre de le dire, si personne ne sait qu'elle est disponible. Du moins, on ne peut pas anticiper. Il n'y a pas de passage de relais sans communication. Il est aussi absolument primordial de favoriser l'installation et non l'agrandissement des exploitations existantes. Or, souvent, les voisins du cédant sont les premiers informés de la vente de l'exploitation, donc favorisent l'agrandissement. Mes chers collègues, il nous semble que cette proposition est simplement de bon sens et qu'en ces temps de rigueur budgétaire, elle a surtout l'immense avantage de ne pas coûter 1 euro à la collectivité. Donc j'appelle tout à fait votre clémence pour adopter cet amendement. Merci Madame Herviaux. Monsieur le rapporteur, 18, 24 ou 36? Donc sur l'amendement 614, nous savons qu'aujourd'hui les exploitants agricoles doivent signaler à la MSA leur intention de partir à la retraite 18 mois avant. Et donc allonger ce délai de prévenance à 3 ans me paraît tout à fait excessif. Par ailleurs, il convient que l'intention de partir à la retraite ne soit communiquée qu'aux personnes il y a un projet d'installation et non auprès de l'ensemble de la population. J'ajoute que le téléphone fonctionne très bien en campagne. Le bouche à oreille va encore mieux. Et je pense que 18 mois, c'est déjà un délai très suffisant et qui me paraît inutile d'y toucher. Sur l'amendement du président Colin, c'est la même observation. Lui, au contraire, oui, c'est 24 mois. C'est 24 mois. Bon, d'autres, c'est 3 ans. Qui dit mieux? Défavorable, Monsieur le Président Colin. En ce qui concerne l'amendement de Madame Herviaux, le 165, Monsieur le Président, nous pensons que c'est trop lourd et inutile d'obliger les chambres d'agriculture à communiquer au public l'intégralité des cessations d'exploitation agricole. C'est donc un avis défavorable sur les 3 amendements. Bien, eh bien, nous allons entendre l'avis du ministre sur les 3. Le ministre a le même avis que le rapporteur, Monsieur le Président. Je pense qu'il ne faut pas alourdir exagérément les procédures. Je pense également que 18 mois, c'est une durée suffisante. Par ailleurs, pour l'exploitant lui-même, qui ne connaît pas ses droits de liquidation à la retraite, lui demander 2 ans à l'avance d'annoncer sa cessation d'activité, c'est plus compliqué qu'autre chose. Est-ce qu'ils sont maintenus? Monsieur Muller, j'appelle dans l'ordre. Il est maintenu? Explication de vote le plus brièvement que vous pourriez, s'il vous plaît. Merci. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, vos réponses, en fait, ne m'ont pas convaincu. Pour 3 raisons. La première, c'est qu'il s'agit bien d'améliorer l'information et qu'en la matière, j'estime que la transparence pourrait reposer sur autre chose que le bouche à oreille dont vous avez parlé. L'information de l'ensemble des repreneurs potentiels me paraît une bonne condition. La deuxième, Monsieur le rapporteur disait qu'il n'était à titre personnel pas très favorable. Moi, je constate que toutes les organisations professionnelles agricoles admettent qu'un projet d'installation, c'est très long à mettre en œuvre. Et aller au-delà des 18 mois, c'est tout simplement, je crois, tenir compte de la réalité du terrain. Puis la troisième raison, c'est que l'installation est une chose trop importante et en la matière, plus de transparence, c'est améliorer la possibilité de l'installation. Donc vous aurez compris que l'amendement est maintenu. Président Colin, vous le retirez? Vous le maintenez. Et Madame Hervieux, vous avez demandé... Vous le maintenez aussi. Bon, alors j'appelle le 614 de Monsieur Muller. Ceux qui sont pour veulent bien approuver en levant la main. 3, 5, 8. Avis contraire. Il n'est pas adopté. Le 549 rectifié du président Colin. Ceux qui sont pour veulent bien lever la main. Avis contraire. Il n'est pas adopté. Et maintenant, Madame Hervieux, explication de vote.
C'est ce que j'avais cru deviner. Très rapidement, Monsieur le Président, je crois que c'est un problème qu'on a évoqué qui est non seulement typiquement français, mais je crois que dans son ensemble, l'Union européenne est touchée par cette difficulté du renouvellement des générations d'agriculteurs, puisqu'on note seulement 7% des agriculteurs européens qui ont moins de 35 ans. Donc je crois que, quelles que soient les propositions que l'on puisse faire pour aller dans le sens d'une meilleure information favorisant la transmission, eh bien il faudrait que nous puissions y aller. Il faut agir pour accompagner au mieux les différentes installations et nous aurions, avec le Parlement européen, tout intérêt à nous pencher sur ce problème. Je rappelle qu'en 2008, il y a eu un rapport d'initiative au Parlement européen dans ce sens, qui disait que la PAC devrait à l'avenir avoir pour objectif de supprimer les obstacles auxquels se heurtent actuellement les jeunes pour accéder à l'activité agricole. Il prenait acte de la nécessité d'améliorer l'efficacité des politiques d'aide à l'installation et il recommandait d'introduire plus de souplesse dans les procédures d'installation, dans les procédures de transmission des exploitations par tous les moyens possibles, installation progressive, prise en compte de la validation des acquis antérieurs du candidat lorsqu'il n'avait pas le niveau suffisant et dérogation à la condition d'âge quand le candidat présentait un projet d'installation viable, notamment dans les zones les plus défavorisées. Donc je crois que nous serions dans tous les amendements que nous venons de voir dans la droite ligne des recommandations également du Parlement européen et j'espère que nous pourrions avoir. Bien, je vous remercie. Alors je mets aux voix l'amendement de Madame Hervieux. Qui est pour? Avis contraire? Il n'est pas adopté. À l'article 12B, je n'ai pas d'amendement. Je le mets aux voix. Si vous voulez bien adopter l'article 12B. 12B, sur lequel il n'y a pas d'amendement. Pas d'avis contraire, il est adopté. Après l'article 12B, nous avons 6 amendements qui vont faire l'objet d'une discussion commune. J'appelle tout d'abord le 292 rectifié de M. Lecam. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, comme vous le savez, l'unité de référence de l'article L331-2 du Code rural constitue la valeur étalon utilisée par le contrôle des structures. L'article L312.5 précise que le préfet du département, pour en établir la valeur hectare, utilise la moyenne des installations au cours des 5 dernières années. Cette moyenne est calculée sur la base d'un rapport annuel établi par l'autorité administrative et qui est rendu public. Or, il s'avère d'une part que dans de nombreux départements, ce rapport n'est pas porté à la connaissance de tous et des doutes existent même sur la rédaction effective de ce document. En outre, aucune précision n'est apportée sur la notion d'installation, à l'exception des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle. Ainsi, la pratique démontre que ne sont recensées dans ce document, et donc dans le calcul de la moyenne des installations, que les installations dites aidées. En conséquence, cette moyenne est loin d'être représentative des installations dans le département. D'autant plus que des études récentes ont pu démontrer que la part des installations non aidées par l'État pouvait représenter jusqu'à 40% des installations totales dans une région. Il convient donc à minima de modifier le seuil du L331.2(1) en lui donnant une seule valeur et non pas d'ouvrir à la discrétion des départements la possibilité de jouer sur une tranche, comprise entre 1 et 2 unités de référence dans le texte. De plus, il est paradoxal, en fonction de ce qui a été dit précédemment, que le seuil minimal de passage en contrôle des structures soit établi à 1 unité de référence, puisque cela signifie concrètement qu'un nombre conséquent d'installations aidées est exclu du contrôle. On peut théoriquement affirmer que la moitié des installations aidées sont en dessous de cette moyenne d'1 unité de référence et que l'autre est au-dessus. Pour toutes ces raisons, il est proposé de retenir un seuil unique et national de 0,5 unité de référence, beaucoup plus à même à apporter au contrôle des structures les moyens de remplir sa mission. Il n'en demeurera pas moins que les unités de référence resteront variables selon les départements, reflétant ainsi la diversité des structures d'exploitation dans les départements et régions naturelles. Merci. Monsieur le Président Collin, si vous voulez défendre le vôtre. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, un amendement qui est identique à celui qui vient d'être présenté, défendu par nos collègues du groupe CRC, qui ressemble d'ailleurs aussi à s'y méprendre aux amendements 166 et 615. Il vise à étendre le champ d'application du contrôle des structures. Aujourd'hui sont en effet soumises à autorisation préalable les installations, agrandissements ou réunions d'exploitation agricole lorsque la surface totale mise en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.
Ce seuil est compris entre une ou deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312.5. Il est proposé de fixer un seuil unique et national de 0,5 fois l'unité de référence, beaucoup mieux à même, nous semble-t-il, d'apporter au contrôle des structures les moyens de remplir sa mission et ainsi de favoriser l'installation. Merci. Le 615, Monsieur Muller, vous voulez bien le défendre? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, l'amendement a été en grande partie défendu par mon collègue Lecam. Je voudrais simplement rajouter que la question du contrôle des structures est une question importante. On peut considérer aujourd'hui que ce contrôle des structures ne fonctionne pas de manière optimale, c'est un euphémisme. En témoigne la concentration des terres, la concentration des exploitations agricoles. Et donc c'est la raison pour laquelle la modification du seuil de référence me paraît tout à fait essentielle. Merci. J'appelle le 166 rectifié, Monsieur Botrel. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le contrôle des structures est un outil de mise en application de la politique d'orientation agricole de l'État qui permet de contrôler les transferts de propriété ayant pour conséquence de modifier l'exploitation du fonds agricole. Historiquement, il s'agissait d'empêcher des grandes concentrations de terres agricoles afin de promouvoir plutôt un modèle d'agriculture familiale et l'installation de jeunes agriculteurs plutôt que l'agrandissement. Les lois du 23 février 2005 et du 5 janvier 2006 ont nettement assoupli le contrôle public du fait d'exploitation, alors qu'aujourd'hui, nous constatons la nécessité d'une intervention visant à protéger le foncier agricole et à assurer le renouvellement des générations d'agriculteurs. Nos amendements visent donc à rétablir des mesures de contrôle des structures agricoles plus fortes et plus efficaces. Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitation agricole sont soumises à autorisation préalable, mais sous réserve de leur portée, et notamment de la surface concernée qui doit excéder le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Or, ce seuil, cela a été dit, est compris entre une et deux fois l'unité de référence, définie à l'article L. 312.5, qui correspond à la surface qui permet d'assurer la viabilité d'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. Notre amendement propose que ce seuil soit fixé à la moitié de l'unité de référence afin que les contrôles soient efficaces et permettent réellement de favoriser les installations d'agriculteurs et non les agrandissements. Nous estimons d'ailleurs qu'à terme, la concentration des exploitations agricoles va contribuer à dévitaliser le monde rural, que l'agrandissement des exploitations nous conduit à enclencher un cercle vicieux, excluant les nouveaux entrants sur le long terme, notamment ceux qui ne sont pas issus du secteur agricole, car ces exploitations importantes trouveront difficilement des repreneurs. Une fois remises sur le marché, elles seront beaucoup trop chères. Je vous remercie. 616, Monsieur Muller, voulez-vous le présenter? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cet amendement porte sur l'action des SAFER dans le contrôle des structures. Actuellement, les opérations relatives à la mise en valeur d'un bien reçu de la SAFER sont exonérées d'une autorisation préalable d'exploiter si elles se traduisent par le démantèlement d'une exploitation ou si elles contribuent à en constituer une en dessous d'un seuil de taille fixé au niveau départemental. Le texte prévoit que pour toutes ces opérations exonérées d'autorisation préalable, le régime de simple déclaration s'applique. L'intervention de la SAFER dans une opération ne justifie pas que la dite opération déroge au régime d'autorisation dans la mesure où le contrôle des structures a vocation à s'appliquer. L'article L. 331.1 dispose en effet que, je cite, « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole. Je souligne, quelle que soit la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et quel que soit le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. » Un régime dérogatoire a été accordé par la loi d'orientation du 5 janvier 2006 pour la mise en valeur de biens d'origine familiale pour les opérations, donation, location, vente ou succession, qui s'inscrivent dans un cadre familial jusqu'au 3e degré.
L'opération s'inscrit alors dans le régime de simple déclaration préalable, évitant ainsi la mise en concurrence avec un ou des candidats éventuellement plus prioritaires dans le cadre du schéma directeur départemental des structures. Merci. Non, c'est pas fini. Ah ben, écoutez, je regrette, le temps est passé. Non, on est à 27 secondes de plus. Il faut vraiment faire un effort, cher ami. Non, je m'excuse, mais je dois tenir pour tout le monde. Hein. Monsieur Nerceron, pour le 460. Non, 5 secondes, ça va, 10 secondes, mais 30 secondes, c'est trop. Monsieur Nerceron, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le régime de déclaration simple applicable aux biens familiaux est subordonné à la condition que les biens soient libres de location. A contrario, lorsque ces biens sont loués, ils font l'objet d'une simple demande d'autorisation d'exploiter. Dans ce cas, la CDOA donne son avis sur les projets en concurrence, celui du fermier en place et celui du propriétaire qui exerce son droit de reprise. Or, ces principes sont battus en brèche, quand bien même les surfaces reprises sont louées. Elles peuvent faire l'objet d'une déclaration simple par le repreneur dans le mois qui suit le départ du fermier. Depuis 2006, beaucoup de fermiers sont ainsi évincés de leur entreprise. En conséquence, il est nécessaire de supprimer les mots « au jour de leur déclaration » afin que le régime de déclaration ne s'applique qu'aux seuls biens effectivement libres en location. Merci. Monsieur le rapporteur, votre avis sur les 6 amendements? Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je donnerai le même avis pour le 292, 557, 615 et 166. En effet, l'article 331.2 du Code rural soumet à autorisation administrative les installations, agrandissements et réunions d'exploitation agricole lorsque la surface totale dépasse un seuil compris entre 1 et 2 fois une unité de référence fixée au niveau de chaque département. Le présent amendement propose donc d'appliquer le contrôle des structures dès un seuil légal à la moitié de l'unité de référence, ce qui correspond à un élargissement important de son champ d'application. Une telle disposition risquerait, me semble-t-il, de charger inutilement les CDOA, les petites opérations étant déjà presque toujours autorisées. Je ne crois pas souhaitable de remettre en cause les crédits atteints en 2006 sur le contrôle des structures. Voilà l'avis qui est donné pour le 292, 557, 615, 166. Reste, Monsieur le Président, le 616 et le 460, et bien évidemment, les SAFER n'échappent pas au contrôle des structures. Celui-ci est toutefois adouci. Par exemple, lorsque l'attribution d'un bien préempté par une SAFER a pour objet l'agrandissement d'une exploitation, ce qui est souvent le cas, l'autorisation n'est nécessaire que si la superficie totale résultante est supérieure à 2 fois l'unité de référence. Par ailleurs, certaines opérations des SAFER sont soumises à un simple régime de déclaration et non d'autorisation. Les SAFER ne bénéficient pas que d'une déclaration très limitée au contrôle des structures, qui est un mode ancien et ne semble pas causer de dysfonctionnement particulier. C'est donc un avis défavorable. Et en ce qui concerne l'amendement présenté par notre collègue Jean-Claude Masseron, l'article L. 331.2 du Code rural soumet la mise en valeur des biens agricoles familiaux à un régime de simple déclaration et non d'autorisation préalable. Il est précisé toutefois que ces biens doivent être libres de location au jour de la déclaration. Cet amendement prévoit que ces biens doivent être libres de location en supprimant la condition selon laquelle cette absence de location s'applique au moment de la déclaration. Il me paraît pourtant utile de préciser, par sécurité juridique, à quel moment s'apprécie cette condition. Et pour avoir l'expertise juridique, je souhaiterais, Monsieur le Ministre, avoir votre avis. Bien. Eh bien, on va avoir l'avis du ministre tout de suite sur ces 6 amendements. Sur les 5 premiers amendements, Monsieur le Président, le 292 rectifié, le 557 rectifié, le 615 rectifié, le 166 rectifié et le 616, c'est un avis défavorable. Je précise là aussi que, au-delà des aspects techniques, il y a une question de philosophie politique sur le texte. Tout ce qui peut alourdir exagérément le contrôle des structures ne nous paraît pas favorable et ne nous paraît pas conforme aussi à une agriculture moderne qui a besoin de passer un cap. Et cette loi est là pour faire passer un cap à l'agriculture française. Elle n'est pas là pour renforcer les contrôles exagérément. Je précise par ailleurs que je suis un peu surpris que des parlementaires qui ont posé des amendements de simplification sur les contrôles qui pèsent sur les structures posent ensuite d'autres amendements qui alourdissent considérablement le contrôle des structures.
Tout ça n'est pas très cohérent. Enfin, dernier argument, la loi de 2006 a déjà modifié le contrôle des structures. Je rappelle que les baux sont de 9 ans, c'est-à-dire qu'avant même qu'un bail se soit écoulé, vous demandez à nouveau une modification du contrôle des structures. Tout ça ne me paraît vraiment pas raisonnable. Donc avis défavorable. En revanche, avis de sagesse sur le code 160 de M. Dubois. Bien. Alors, Monsieur Le Cam, votre amendement est-il maintenu? Il est maintenu. Je le mets aux voix. Ceux qui sont favorables à son adoption veulent bien lever la main. Avis contraire? Il n'est pas adopté. Monsieur Collin, votre amendement est-il maintenu? Non, il est retiré. Je vous remercie. Monsieur Muller, votre amendement est-il maintenu? Bien. Je le mets aux voix. Ceux qui sont favorables à son adoption veulent bien lever la main. Avis contraire? Il n'est pas adopté. Le 166, Monsieur Botrel, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, à la suite de l'intervention et de la réponse de Monsieur le Ministre, je voudrais rappeler qu'il y a quand même un problème si 4 groupes politiques de notre Assemblée ont souhaité réagir sur le même sujet. Ce qui veut dire qu'on constate malgré tout une situation qui n'est pas normale dans nos départements. Et si on a parlé d'alourdissement des procédures, on me donnait un exemple du fonctionnement de la CDOA de mon département, des Côtes-d'Armor. CDOA qui travaillait 6 heures il y a quelques années, et aujourd'hui, en 1h30, le contrôle des structures est effectué 1 fois par mois. Donc on a considérablement allégé les procédures, et on pourrait retrouver, sûrement, on a une petite marge de manœuvre de ce côté-là. Moi, je n'hésite pas à dire que, par rapport aux exemples qu'on m'a fournis, et je connais un peu le fonctionnement des structures, enfin je l'ai connu dans le passé en tous les cas, on peut dire qu'aujourd'hui elles sont largement devenues, Monsieur le Ministre, des passoires. Alors je crois qu'il faudrait revenir aux fondamentaux, et vous nous avez parlé à plusieurs occasions de la nécessité de rétablir la régulation dans le fonctionnement de nos institutions agricoles. Là, il y a véritablement quelque chose à faire. Merci. Donc je le mets aux voix. Le 166 rectifié. Ceux qui sont pour veulent bien lever la main. Avis contraire? Il n'est pas adopté. Et j'appelle maintenant le 616, Monsieur Muller. Explication de vote. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le cœur de cet amendement porte sur le régime dérogatoire accordé par la loi d'orientation du 5 janvier 2006 pour la mise en valeur des biens d'origine familiale pour les opérations dont j'ai parlé tout à l'heure, donation, location, vente ou succession, qui s'inscrit dans un cadre familial jusqu'au 3e degré. L'opération s'inscrit alors dans le régime de simple déclaration préalable, évitant ainsi la mise en concurrence avec un ou des candidats, éventuellement plus prioritaires, dans le cadre du schéma directeur départemental des structures. Pour nous, ce régime n'est pas justifié et s'apparente à un passe-droit. Bien entendu, il est légitime que le caractère familial d'une opération de ce type puisse être privilégié. D'ailleurs, cette priorité est prévue et appliquée dans le cadre du statut du fermage à l'article L. 411-58, qui est relatif au droit de reprise du bailleur propriétaire pour son conjoint, partenaire pacsé ou descendant majeur. En effet, dans la mesure où le candidat familial est situé au même rang de priorité que d'autres éventuels candidats, il bénéficiera de l'autorisation et deviendra prioritaire de fait, puisqu'il bénéficiera de la faveur familiale pour la signature d'un bail rural. En conclusion, cet amendement ne limite pas la priorité donnée au repreneur familial s'il est situé au même niveau que d'autres repreneurs. Par contre, il permet d'améliorer le contrôle des structures. Je voudrais quand même revenir ici sur 2 observations qui ont été faites. La première du rapporteur, tout de même, le contrôle des structures est loin de fonctionner correctement. La concentration des structures d'exploitation continue. Elle a commencé il y a bien longtemps et le mouvement n'est toujours pas stoppé. Par rapport à la réponse de Monsieur le Ministre, je reste un petit peu surpris. Tout de même, nous sommes dans une loi de modernisation de l'agriculture et vous nous dites qu'il faut passer le cap et vous laissez entendre que le contrôle des structures ne doit pas freiner la concentration des exploitations. Moi, je trouve, au contraire, qu'une loi de modernisation de l'agriculture, eh bien, elle prend en compte les nouvelles formes d'exploitation agricole, on en a parlé déjà ce matin,
des personnes qui s'installent sur de petites surfaces, qui font vivre une famille, tout simplement parce qu'ils sont agriculteurs, qu'ils transforment leurs produits, qu'ils les valorisent sur des circuits courts. Je vais donner un exemple. Je connais des gens, céréaliers, qui sont installés sur 10 hectares. Ils sont céréaliers boulangers. Eh oui, céréaliers boulangers, ça veut dire qu'ils produisent sur 10 hectares, ils font vivre une famille sur 10 hectares, ils vendent leurs produits et ils vivent très bien. Eh bien, le principe du contrôle des structures n'est pas de favoriser la concentration sur les exploitations préexistantes, mais de permettre à de telles petites structures de se développer. Et c'est l'exemple que je vous donne correspond effectivement à des structures périurbaines. Et aujourd'hui, les gens qui vivent en ville cherchent des produits venant de cette agriculture périurbaine. Je maintiens donc, bien entendu, mon amendement. Bien, mais je vais le mettre aux voix. M. Müller maintient son amendement 616. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Et maintenant, le 460 de M. Merceron, avis de sagesse du gouvernement. Monsieur le rapporteur, oui, c'est vrai que vous aviez consulté le ministre et vous avez reçu sa sagesse. J'ai reçu la grande sagesse du ministre, et compte tenu des éléments qu'il a apportés à ce débat, je suis favorable à l'amendement de M. Merceron. Bien. Alors, M. Merceron, je mets aux voix votre amendement. Ceux qui sont pour veulent bien lever la main. Unanimité. Voilà. J'appelle deux amendements qui ont fait l'objet d'une discussion commune. Le 168 rectifié de M. Botrel, puis le 559 de M. Collin. M. Botrel. Bien, cet amendement est dans la même philosophie que le précédent que je viens de vous lire. Parmi les assouplissements du contrôle des structures intervenus en 2005 et 2006, on note que désormais, les modifications du nombre d'associés exploitants ou co-exploitants ne sont plus soumises à autorisation. La diminution du nombre d'associés, qui pourtant permet de concentrer plus d'hectares entre les mains de moins d'agriculteurs, n'est plus considérée comme un agrandissement. Le résultat est sans équivoque. Sans obligation de dossier soumis à autorisation, il n'y a pas de publicité pendant 3 mois des changements en cours qui permettaient auparavant aux demandes concurrentes de se manifester ou même aux demandes de remplacement des associés qui se sont retirés. Nous retombons donc dans la problématique de l'installation de jeunes agriculteurs dans le cadre sociétaire qui sont confrontés à de nombreux obstacles. Conséquence aussi de cet assouplissement, la CDOA n'est plus consultée, ce qui oblige le gouvernement à nous proposer dans ce projet de loi une nouvelle commission départementale du contrôle du foncier agricole, alors qu'il suffirait de réactiver les contrôles passés. Notre amendement vise donc à ce que toute diminution du nombre total des associés exploitants, des co-exploitants, des co-indivisaires au sein d'une exploitation soit assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter, dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé au premier alinéa du article L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder 2 ans afin de permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures. Si, Président Collin, présentez le vote, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement 559 a été très bien défendu par notre collègue du groupe socialiste. Il est dans la même philosophie et confirme simplement que la diminution du nombre d'associés exploitants, des co-exploitants ou au sein d'une entreprise agricole aboutit en fait à un agrandissement. Cet amendement vise donc à rétablir l'équité dans le contrôle de la taille des structures en la soumettant à une autorisation préalable. Vous l'aurez compris, partageons l'avis du groupe socialiste sur cet amendement que je vous demande de voter. Bien, Monsieur le rapporteur. Oui, je répondrai donc au président Collin et aussi à Yannick Botrel que la diminution du nombre d'associés exploitants conduit mécaniquement, comme ça a été dit, à augmenter la surface par associé. Soumettre la diminution du nombre d'associés au contrôle des structures me paraît très difficile dans la pratique des choses. En effet, cette diminution peut résulter de plusieurs causes, pas forcément volontaires, la maladie, le décès, mais aussi des difficultés économiques. En outre, il est curieux de soumettre à autorisation préalable la poursuite d'une activité agricole existante
C'est donc un avis défavorable, Monsieur le Président, ma langue a fourché, pour le 168 et le 559. Monsieur le ministre, votre avis? Même avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment. Tout ce qui peut alourdir la gestion de l'agriculture en France ne nous paraît pas aller dans le bon sens. Bien. Sont-ils maintenus, les deux amendements? Oui, je les mets aux voix. Un par un, oui, le 168 rectifié de M. Botrel, qui l'adopte. Avis contraire? Il n'est pas adopté. Et je suppose 559 rectifié de M. Collin. Même vote? Il n'est pas adopté. Explication de vote de Mme Hervieux, vous avez l'explication de vote. Oui, très bref, Monsieur le Président. Je regrette, il n'est pas dans notre volonté d'alourdir, mais ce que je dénonçais tout à l'heure dans une façon déguisée de transférer son exploitation à un agrandissement lorsque un exploitant qui arrivait quasiment à l'âge de la retraite décidait de ne pas louer ou de ne pas céder son exploitation à un tel ou à un tel et donc rentrait dans un GAEC, eh bien ce que l'on vient de refuser, c'était le deuxième volet, c'était la seule façon de contrecarrer ces dérives. Je le regrette profondément. Bien, alors je le mets aux voix. Un avis de... Monsieur Botrel, pour explication de vote. Juste une prise de parole pour prolonger ce que ma collègue vient de dire. Mais il est clair aujourd'hui qu'il y a une utilisation des modes sociétaires d'agriculture qui est détournée parce qu'on peut désormais rentrer dans un GAEC, rentrer dans une structure sociétaire, avoir la possibilité de le faire. Et on sait très bien que c'est un subterfuge. Et que très rapidement, l'un des associés cède sa place, on échappe au contrôle des structures et on renforce les moyens de production d'un agriculteur au détriment du contrôle qui s'effectuait auparavant. Donc moi je veux bien que je ne suis pas non plus un forcené de l'alourdissement des contrôles, mais il y a un moment où il faut savoir ce qu'on veut et si on veut installer des jeunes, si c'est la finalité de la politique que l'on conduit, eh bien il faut aussi savoir se donner les moyens pour le faire. Bien, je pense que maintenant on peut voter. Ceux qui sont pour veulent bien lever la main. Avis contraire. Il n'est pas adopté. J'appelle le 436 rectifié de Mme Hervieux. Elle a la parole. Oui, Monsieur le Président, merci. Je crois que pour ne pas alourdir et continuer les débats, cet amendement 436, dans son fond, même s'il n'est pas rédigé tout à fait de la même façon, rejoint les amendements défendus par Monsieur Collin et Monsieur Botrel tout à l'heure. Donc, je proposerai le retrait, bien entendu, puisque je sais qu'il va subir le même sort que les autres. Mais je réitère mes avertissements. Ne pas alourdir, bien entendu, tous les contrôles, c'est notre souhait à tous, mais éviter de laisser faire toutes les chemins de traverse pour aller vers l'agrandissement, c'est tout à fait autre chose. Merci. Monsieur Merceron, vous présentez le 459. Oui, il est dans le droit fil de ce qui vient d'être indiqué. Donc l'objectif du présent amendement vise donc à rétablir l'équité entre le contrôle de la taille des structures en soumettant à autorisation les agrandissements liés à la diminution du nombre d'associés exploitants au sein d'une exploitation agricole. Je vous remercie. On va consulter le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. L'amendement de Mme Hervieux revient sur une simplification du contrôle structure qui est adopté dans le cadre de la dernière loi d'orientation agricole. Nous étions tous là. C'était donc en décembre de 2005. Il s'agissait à l'époque d'éviter de faire appel à CDOA dans des cas qui posent peu de difficultés. Il paraît de plus en plus difficile d'empêcher un associé de partir d'une exploitation. Donc je ne suis pas favorable à cet amendement, ni bien sûr à celui du 459 de M. Merceron. Mais je voudrais ajouter à titre personnel que les CDOA, il faut qu'elles fonctionnent aussi. Et la difficulté, c'est que la loi, elle est faite pour toute la France. Mais après, il appartient à chaque CDOA de mettre en place un certain nombre de prérogatives qu'elles sont elles-mêmes à même de disposer. Mais je crois que c'était la volonté des personnes qui siègent au CDOA de régler tel et tel problème. Moi, je fais confiance au CDOA pour les traiter et essayer de les régler. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Votre avis sur ces deux amendements? Défavorable. Comme la Commission. Alors je mets aux voix le 436 rectifié de Mme Hervieux.
Qui le vote? Ceux qui sont favorables à Mme Hervieux et son amendement veulent bien lever la main. Avis contraire? Il n'est pas adopté. Et Monsieur Merceron, vous le maintenez ou vous le retirez? Il est retiré. Bien, je vous remercie. Maintenant, nous appelons le 167 rectifié de Monsieur Botrel et la parole. Oui, Monsieur le Président, compte tenu du sort que notre Assemblée a fait aux deux amendements précédents et ne pensant pas qu'elle va se déjuger par un nouveau vote, je le retire. Bon, merci. Monsieur Merceron aussi. Le 468, vous le retirez ou vous le maintenez? Retirez. Bien, je vous remercie. Alors, après l'article 12B, nous avons un amendement de notre collègue Monsieur Lecam, 293 rectifié, il le défend. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, brièvement. L'accès à la terre est un des grands enjeux de la pérennité de l'activité agricole. Un des axes majeurs pour lutter contre l'artificialisation des terres est le contrôle des structures. Nous pensons donc qu'il est nécessaire d'élargir le champ d'application de ce contrôle. Dans cet objectif, nous proposons de modifier le régime de l'infraction à la législation sur le contrôle des structures. En effet, en l'état actuel du droit, lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement à la législation en vigueur, l'autorité administrative met l'auteur en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à 1 mois. Or, ce délai est parfois anormalement long. Nous proposons que ce délai soit au maximum porté à 3 mois. Tel est le sens de notre amendement. Je vous remercie. Quel est l'avis du rapporteur? Moi, je souhaiterais avoir l'avis de Monsieur le Ministre parce que c'est une possibilité qui est offerte. Je voudrais connaître l'avis de Monsieur le Ministre. Vous n'êtes pas normand, Monsieur le rapporteur. Bien, la parole est au ministre. J'apprécie beaucoup les Normands, Monsieur le Président. C'est le ministre qui est normand. Il nous semble, je vois bien le sens de l'amendement déposé par Gérard Lecam. J'ai peur, là encore, qu'imposer 2 durées différentes risque encore de compliquer la procédure. Je sais bien que les intentions sont bonnes, qu'il s'agit de répondre à des situations qui peuvent être différentes, mais en imposant 2 durées différentes, le remède risque d'être pire que le mal. C'est-à-dire qu'on va encore alourdir la procédure, encore compliquer la procédure. Donc, pour ces raisons-là, c'est un avis défavorable. Bien. Monsieur Lecam, maintenu. Je le mets aux voix. Qui est favorable à l'amendement de Monsieur Lecam? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Il n'est pas adopté. Après l'article 12B toujours, nous avons 3 amendements qui vont faire l'objet d'une discussion commune. 1 de Monsieur Collin et 2 de Monsieur Lecam. Monsieur Collin, vous avez la parole. 548 rectifié, Monsieur Collin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le critère d'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est aujourd'hui celui de la superficie de l'exploitation. Ce critère semble de moins en moins adapté aux évolutions de l'agriculture. Il ne prend pas en compte les projets intégrant une valorisation, une transformation ou une commercialisation de la production à la ferme. Il ne permet pas des installations progressives avec une acquisition sur plusieurs mois. Il diffère fortement d'un département à l'autre. Il ne prend pas en compte les plus réactifs et par ailleurs, la pression foncière s'étant fortement accentuée au cours des dernières années, l'obligation d'accès à une surface minimum de terre est très discriminante pour les candidats à l'installation. Enfin, la mise en place du statut de l'auto-entrepreneur dans les régimes sociaux autres qu'agricoles interroge légitimement, le comprendra, les agriculteurs. Cet amendement propose donc de conditionner l'accès au statut de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à une déclaration d'heures de travail fixée par décret, tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise. Cette possibilité existe déjà, mais dépend de l'appréciation des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. On pourrait aussi retenir un critère basé sur le chiffre d'affaires. Nous sommes conscients que les conséquences d'un tel changement en termes de droits sociaux sont lourds et méritent un débat approfondi sans doute. Il s'agit surtout par cet amendement de lancer la réflexion sur ce sujet, mais aussi d'interroger le gouvernement sur ses intentions. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Lecam, si vous voulez présenter... Madame la... excusez-moi. C'est pas grave. Si vous voulez présenter vos 2 amendements. Dans le même esprit, je défendrai les amendements 281
La loi aurait dû être le moment de s'attaquer au problème de l'accès au métier et au statut d'exploitant. L'accès au métier de paysan est conditionné à l'accès au statut social de chef d'exploitation. Celui-ci confère une reconnaissance de l'activité agricole de la personne et donne donc accès aux droits spécifiques des paysans. Aide agricole, priorité d'accès au foncier, permis de construire sur des terres agricoles, droits sociaux, droit de vote aux élections professionnelles. Le problème, c'est que l'accès au statut est lui-même conditionné à la direction d'une ferme, dont l'importance doit être au minimum d'une demi-surface minimum d'installation. Cette référence pose de nombreux problèmes, déjà exposés. Elle ne prend pas en compte les projets intégrant une valorisation, une transformation, une commercialisation de la production de la ferme. La demi-SMI et ses équivalences sont en effet basées sur des modèles productivistes classiques. Elle ne permet pas les installations progressives avec une acquisition sur plusieurs mois sur la production nécessaire. De plus, la pression foncière s'est fortement accentuée au cours des dernières années, rendant l'obligation à une CMI de terres agricoles très discriminante et coûteuse pour les candidats à l'installation. Elle diffère fortement d'un département à l'autre et les équivalences n'existent pas de la même façon. Enfin, ce critère ne prend aucunement en considération la situation des pluriactifs. Nous proposons donc de conditionner le statut non plus par une taille minimum d'exploitation, mais par une déclaration d'heures de travail, comme cela existe déjà pour certaines activités. Nous dénonçons par ailleurs le statut de cotisant solidaire qui n'ouvre aucun droit professionnel à des paysans en activité. Ainsi, les cotisants solidaires non retraités avec une activité agricole sont environ 100 000 en France. Les pouvoirs publics ont reconnu implicitement la réalité de leur activité en leur ouvrant en 2008 des droits pour les accidents du travail, les maladies professionnelles et prochainement pour la formation professionnelle. Il est désormais nécessaire que le gouvernement aille plus loin en ouvrant l'accès au statut de chef d'exploitation à ces cotisants solidaires. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, votre avis sur les trois? Oui, Monsieur le Président, c'est le même avis. Madame Labarre a eu la gentillesse de défendre le 281 et 282 pour nous faire gagner du temps. Je la remercie au nom de tous. Cet amendement qui a été déposé par le président Colin, le 548, vise à faire entrer dans le régime la protection sociale agricole des personnes qui ne correspondent pas tout à fait à la définition d'exploitant agricole, conjoint y a une activité extérieure à l'exploitation et qui travaillent seulement une partie du temps sur l'exploitation. Je rappelle que nous avons eu déjà ce débat et qu'il semble que le régime agricole doit rester réservé à ceux qui sont consacrés à faire fonctionner des exploitations viables, c'est-à-dire il y a une taille minimale. C'est un avis défavorable pour les trois, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, votre avis sur ces trois? Avis défavorable également. Moi, je précise simplement que le critère qui existe actuellement de demi-SMI nous paraît adapté à la réalité de l'activité agricole car il prend en compte la rentabilité des productions ainsi que le mode de production exercé. Comme ça a été indiqué tout à l'heure, ces équivalences SMI est définie pour chaque nature de culture par département avec des spécificités par département. Donc nous estimons que cela tient déjà compte de la réalité de la vie agricole sur chaque département. Merci. Alors, Monsieur Colin, maintenez-vous votre amendement? Je le mets aux voix. Le 548 rectifié, quels sont ceux qui sont pour? Avis contraire? Il n'est pas adopté. 281 maintenu et le 282 également. Donc je mets aux voix d'abord le 281. Qui est pour? Avis contraire? Pas adopté. Et je suppose même vote sur le suivant? Pas d'objection? Non, pas adopté. J'appelle maintenant l'amendement 26 rectifié quater de Monsieur Charles Revet. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les jeunes chefs d'exploitation d'entreprises agricoles bénéficient pendant les 5 années civiles suivant leur installation d'une exonération partielle des cotisations techniques complémentaires d'assurance maladie, invalidité, maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation ou entreprise. Une dérogation avait été accordée aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles au titre de l'année 2009. On sait le contexte dans lequel se situe l'agriculture et les difficultés de l'ensemble des agriculteurs, mais particulièrement des jeunes. Et donc, il est proposé de reconduire, Monsieur le Ministre, cette mesure. Président Colin, 555 rectifié, s'il vous plaît. Oui, mes chers collègues, amendement déjà défendu par notre collègue Revet, me semble-t-il. Effectivement, les jeunes chefs d'exploitation d'entreprise bénéficient, ça vient d'être dit, pendant 5 ans,
les 5 années civiles suivant la restauration d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité, maternité, de prestations familiales d'assurance vieillesse agricole. Et c'est vrai que bien souvent, au terme de ces 5 ans, les nouveaux installés sont loin d'avoir atteint le régime de croisière et d'être bien installés. Alors de lourds investissements pèsent encore sur eux, leur trésorerie est faible, souvent nulle d'ailleurs, et donc il est proposé, comme ça a été dit déjà par cet amendement, de prolonger d'1 année supplémentaire cette exonération. Monsieur le rapporteur, votre avis? Oui, Monsieur le Président, on pourrait étendre après 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, jusqu'à arriver, c'est pas possible. Donc c'est un avis défavorable. Bien. Monsieur le ministre. Et défavorable aussi, Monsieur le Président. Je tiens quand même à rappeler que l'exonération actuelle de 5 ans, dégressive, est de 65% la première année, 55, 35, 25 et 15 ensuite les années suivantes. Donc bien entendu, nous sommes tout à fait décidés à soutenir l'installation et les jeunes agriculteurs. Je pense qu'on le montrera dans la suite du débat, mais on ne peut pas multiplier les exonérations. Celle-ci, je le dis au passage, coûterait 4 millions d'euros par an aux finances publiques. Monsieur, le retirez-vous? Bien. Et Président Collin, vous le retirez également. Je vous en remercie, les ministres et rapporteurs vous ayant convaincus. Alors, j'appelle le 48 rectifié de terre de M. Pointereau. Il tombe, personne ne le défend, il est tombé. Ensuite, le 115, ça me semble pareil, il tombe. Il y en a 2 autres. Il tombe. 340. Allez, il y a le 340. Je ne vois pas de collègues qui souhaitent le défendre. Et ensuite, il y a un Collin 551 rectifié. Il se cache. Un joli Collin. Alors, le fondement de la protection sociale est que chacun cotise selon ses moyens, bénéficie des prestations selon ses besoins. Or, les exploitants doivent s'acquitter, quel que soit le revenu, d'une cotisation minimale basée sur une assiette égale à 800 SMIC, soit un montant de 755 € pour 2009, pour avoir droit à une couverture maladie. Les exploitants les plus en difficulté paient donc proportionnellement plus que les autres et sur des sommes qu'ils n'ont pas perçues. Cette assiette minimum a eu sa raison d'être, mais elle n'est plus justifiée aujourd'hui du fait de l'existence de la CMU. Cet amendement vise donc de façon logique à supprimer. Je vous remercie. Alors, Monsieur le rapporteur, votre avis? Oui, Monsieur le Président, je voudrais répondre au Président Collin que les exploitants cotisent à la MSA en fonction de leurs revenus, comme chacun sait. Une assiette minimale existe à un niveau très bas, 700 € par an. Elle ouvre des droits sociaux qui ne sont pas différents de ceux dont bénéficient les agriculteurs cotisant plus. J'ajoute que l'assiette minimale existe aussi dans le régime des indépendants. La MSA dispose des solutions d'étalement des cotisations en cas de difficulté temporaire, ce qui se fait régulièrement. La suppression de l'assiette minimale est donc pas souhaitable, sans même entrer dans les considérations budgétaires. C'est un avis défavorable. Monsieur le ministre. Oui, avis défavorable sur le Collin 48 rectifié terre, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas avoir de régime de protection sociale sans une assiette minimum. Bien. Il est retiré, Monsieur Collin? Bien, je vous remercie. Alors, le 440 rectifié, Monsieur Guillaume. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement va dans le sens de ce qui a été évoqué précédemment. Étant donné le niveau élevé de l'assiette minimum de cotisation pour la retraite complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation agricole, ce sont ni plus ni moins que 70% d'entre eux qui surcotisent. Et cet amendement vise à aborder la surcotisation. Dans le contexte de crise sans précédent qu'affronte le monde paysan, et alors que le revenu moyen agricole n'a cessé de chuter ces dernières années pour être quasiment à moins 50%, il n'est pas tolérable de laisser surcotiser dans de telles proportions ceux qui ne parviennent déjà plus à vivre des fruits de leur travail. Nous nous devions de corriger cette injustice. C'est pourquoi, avec cet amendement, nous vous proposons de diviser par 3 le niveau de l'assiette minimum de la RCO en l'alignant sur celui de l'assurance vieillesse agricole, ce qui serait une mesure de
justice sociale. Bien sûr, l'État devrait s'engager à ce que le nombre minimum de points acquis reste stable à 100 points par an, mais n'entrons pas dans la technique. Monsieur le ministre, dans cette LMAP, et nous comprenons pourquoi, pas un seul des articles n'évoque la retraite agricole. Le grand débat qui est lancé au niveau national sur les retraites permettra vraisemblablement d'y voir plus clair. Mais pour autant, dans cette loi de modernisation agricole, on peut constater que le niveau de cotisation pose problème, que les retraités agricoles aujourd'hui ont d'énormes difficultés eux aussi avec des retraites vraiment minimes, pour ne pas dire insignifiantes, que les maigres pensions ne sont pas responsables de la disparition d'exploitations agricoles et la consommation du foncier agricole aujourd'hui. Pour partir en retraite, bien souvent, eh bien, on va insister pour demander aux maires ou faire passer les terres agricoles en terres à construction, constructibles, pour pouvoir avoir un revenu. Et on entre dans la déprise agricole, mais c'est un autre sujet. Alors, dans ce texte de modernisation, il nous semble que la question des retraites aurait pu, si ce n'est être intégrée, au moins être évoquée. Et je veux rappeler ici, mais nous aurons l'occasion d'aborder cela dans le grand débat qui va s'ouvrir à la rentrée, que lorsqu'on parle de réforme des retraites, 81% des agriculteurs se prononcent pour le maintien du départ à 60 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent de travailler à 60 ans, travaillent jusqu'à 70, 75 peut-être, mais ils sont favorables à ce que l'âge légal de la retraite soit bien à 60 ans, parce que lorsqu'on parle de pénibilité et de travaux difficiles, je dois dire que pour bon nombre d'agriculteurs, ils savent ce que cela veut dire. Donc en attendant cette fameuse réforme des retraites, les chefs d'exploitation agricole, nous semble-t-il, ne peuvent continuer à surcotiser ainsi, et nous vous invitons donc à adopter notre amendement. Monsieur le rapporteur, votre avis? Oui, merci, Monsieur le Président. Didier Guillaume a parlé d'un grand débat, si je reprends son terme, sur les retraites qui aura lieu, bien sûr, dans l'année 2010. Et donc, l'amendement concernant l'assiette minimale de retraite complémentaire fera sans doute l'objet d'une grande discussion dans un grand débat tel que le propose Didier Guillaume. Et pour aujourd'hui, je donne un avis défavorable. Sur le moment. Sur le moment. Monsieur le ministre. Avis défavorable également, Monsieur le Président, qu'il soit bien clair que ce n'est pas sur le fond et sur la question des retraites agricoles, qui est une vraie question, mais nous avons été reçus et que les organisations syndicales représentatives, nous continuerons à l'être par Éric Woerth sur cette question-là. Il y a effectivement sur les années de référence, sur l'accès au montant minimal de retraite, sur lesquels il y a des points de blocage, des vrais sujets, et nous souhaitons que cela soit traité dans le cadre de la réforme des retraites. Bien, est-il maintenu, Monsieur Guillaume, vous avez la parole pour explication de vote ou retrait? Non, oui, très vite. Nous allons le maintenir par principe pour une raison très simple, pas par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que j'entends cela, mais tout simplement parce qu'on a 3 amendements qui avaient été présentés sur ce sujet et 3 amendements qui ont été pris par le couperet de l'article 40, dont on pense qu'il est parfois à géométrie plus que variable, mais c'est comme cela. Donc voilà, nous allons maintenir cet amendement en disant bien quand même, et nous voulions, dans cette loi de modernisation agricole, au moment où on parle du revenu des agriculteurs, je pense qu'il ne faut pas oublier les revenus des retraités agricoles, qui bien souvent continuent à aider leurs enfants, continuent à amener le tracteur, continuent à aller labourer, etc. Et ça aide bien aussi à faire fonctionner l'exploitation. Donc voilà, j'ai entendu, Monsieur le ministre et Monsieur le rapporteur, vous parliez de la forme, le président du moment et non pas sur le fond. Je pense que le fond des retraites agricoles, et je peux vous dire quand je vois ce que touche mon père comme retraite agricole, je me dis que c'est vraiment une honte, mais enfin c'est comme cela, et nous le maintenons. Bien, je vous remercie. Alors, je vais mettre aux voix cet amendement. Ceux qui sont favorables veulent bien lever la main. Est-ce qu'il y a des avis contraires? C'est surtout à cause du timing. Il n'est pas adopté. Le gouvernement, un amendement 653, je vais demander au ministre de le présenter. Monsieur le ministre, c'est à vous, en direct. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui est important à nos yeux, qui est demandé par beaucoup d'organisations syndicales et qui est en faveur de la protection sociale des jeunes pendant la phase de préinstallation.
Vous savez que les jeunes qui veulent s'installer, lorsqu'ils sont nés à partir de 1971, ce qui ne doit pas être le cas de beaucoup d'entre nous ici malheureusement, sauf ceux qui participent au débat du haut des galeries, peuvent bénéficier d'un plan de professionnalisation personnalisé. Or, pour toutes sortes de raisons, les régimes sociaux sont différents pour les uns et pour les autres. Donc cet amendement, c'est un amendement de simplification et d'unification des régimes. Nous souhaitons que la protection sociale du futur installé, pendant les périodes de formation, pendant les périodes de stage, effectuées au cours du délai de 3 ans de réalisation du plan de professionnalisation, soit affiliés au même régime, alors qu'aujourd'hui, ils sont affiliés pendant 6 mois au régime agricole, pendant 6 mois ensuite au régime général, ce qui induit des complexités administratives et également des pertes de revenus par la suite. Bien, monsieur le rapporteur, j'aimerais connaître votre sentiment. Oui, cet amendement répond à une demande que j'avais moi-même et aussi les membres de la Commission, le président Maureen en particulier, exprimée dans le cadre d'une discussion avec le ministère. Il est en effet essentiel que les porteurs de projets d'installation bénéficient d'une couverture sociale adaptée. La Commission ne pouvait pas elle-même le proposer puisque cette couverture sociale crée une charge pour la collectivité. Je salue l'initiative prise par le gouvernement, mais surtout par le ministre Bruno Le Maire, qui répond pleinement à la volonté exprimée par notre commission économique d'introduire un volet sur l'installation dans la loi de modernisation de l'agriculture. Ça vous étonnera, Monsieur le Président, mais je donnerai un avis favorable. Bien, c'est une surprise pour moi. Monsieur Revet. Oui, un mot, Monsieur le Président, simplement pour remercier le ministre, parce que je crois que c'est une très bonne disposition, attendue par les jeunes, parce qu'il y a eu des situations très complexes. Donc, bien entendu, nous le voterons presque à demain si c'était possible. Monsieur Chastan, vous avez la parole. Oui, quelques mots en explication de vote. Tout d'abord, pour me féliciter sur un plan plus général que, suite aux travaux de la Commission, il y ait eu introduction d'un titre sur l'installation dans ce projet de loi de modernisation agricole. Je crois que c'était très important. Lorsqu'on parle de modernisation en agriculture, il est évident que ça passe aussi, pas que par ça, mais ça passe aussi par les moyens de favoriser l'installation de jeunes, également d'ailleurs de moins jeunes, parce qu'il y a des candidats qui ne sont pas forcément ou qui ne peuvent pas être forcément qualifiés de jeunes. En ce qui concerne l'amendement proposé par le gouvernement, je vais vous faire gagner du temps, mes chers collègues, tout simplement parce que je pense que nous soutiendrons cet amendement du gouvernement, dans la mesure où il répond à une préoccupation que j'ai moi-même exprimée dans un amendement 408 qui allait suivre, qui demandait comme quoi parfois un rapport ou un bilan peut rejoindre une préoccupation partagée, mais va plus loin que ce que je proposais, c'est-à-dire pour permettre une uniformisation, une harmonisation des régimes sociaux pendant les périodes d'installation, notamment pendant la période de préparation du plan de professionnalisation pour les candidats à l'installation. Donc je me réjouis que cet amendement puisse être validé conformément à ce que souhaitaient notamment les jeunes agriculteurs, bien évidemment, et qui correspond aussi aux souhaits que nous souhaitions exprimer, car il me paraît effectivement important, pour faciliter ce parcours, qu'on puisse aussi répondre à ces problématiques sociales que nous avons exprimées à différentes reprises, y compris sur d'autres questions touchant l'installation en agriculture. Et donc, bien entendu, pour conclure, effectivement, j'annonce d'ores et déjà que je retirerai du coup l'examen la défense du 408. Je vous remercie, Monsieur Chastan, mais vous êtes devenu conseiller technique du ministre sur le 653, si j'ai bien compris. Alors je mets le 653 du gouvernement au vote. Unanimité, pas d'abstention, adopté. Et merci, Monsieur Chastan, d'avoir retiré donc le 408, qui est satisfait. J'en arrive maintenant au 43 rectifié bis, il tombe. J'arrive maintenant alors à plusieurs amendements qui vont faire l'objet d'une discussion commune. Le 410, le 27 quinquies rectifié et le 556 et 344 rectifié bis. Monsieur, qui le défend? Madame Nicole Nicou. René, bon. J'étais un peu vite. Oui, ça fait plusieurs fois. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je serai très rapide. Donc, cet amendement vise à permettre aux agriculteurs de
compter dans leur actif, l'actif de leur bilan, la maison d'habitation comme un bien professionnel indissociable du corps de ferme, dans la mesure où les jeunes agriculteurs récemment installés rencontrent des difficultés pour trouver un logement et dans certains cas, la maison d'habitation peut être plus onéreuse que l'exploitation agricole elle-même. Je vous remercie. Monsieur Charles Revet, vous avez dû beaucoup penser à votre amendement, parce qu'il a été rectifié 5 fois. Oui, c'est vrai. Et vous avez raison, Monsieur le Président. C'est après des discussions et des rencontres nombreuses avec les jeunes que je l'ai déposé. Mais je me suis interrogé, parce que je me suis souvenu que j'avais été jeune il y a déjà quelques années, et que j'avais eu le même problème. Et que je m'étais interrogé si je devais inclure l'amortissement de la maison d'habitation dans l'outil d'exploitation ou pas. Et je l'avais exclu pour des raisons techniques de reprise potentielle. Donc je ne sais pas où on en est, mais c'était, Monsieur le Ministre, pour que vous nous donniez cette information à destination des jeunes qui pourront choisir après le meilleur choix qu'ils auront à faire pour leur exploitation. Plus ou moins bien amorti, si je comprends bien. Comment ? Non, rien. Bon, Monsieur Collin. Non, mais Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, c'est moi qui dis mes chers collègues, cet amendement s'inscrit dans le même esprit. En effet, les jeunes installés rencontrent des difficultés pour trouver un logement. Ça a été dit et répété. Dans certains cas, d'ailleurs, la maison d'habitation peut être plus onéreuse que l'exploitation agricole elle-même. Et afin d'aider les jeunes à trouver un logement, mais aussi pour lutter contre le mitage du foncier agricole, il faut offrir la possibilité aux nouveaux installés d'amortir la maison d'habitation lorsque ces derniers ont choisi de l'inscrire à l'actif de leur bilan. Donc la maison d'habitation deviendrait ainsi un bien professionnel indissociable du corps de ferme. Voilà l'esprit de cet amendement. Je vous ai bien compris. Le Hooper tombe. Alors, Monsieur le rapporteur, vous me donnez votre avis sur les 3 amendements. Merci, Monsieur le Président. Comme ils sont pareils tous les 3, on va donner le même avis. Mais je rappelle que l'article 38 D de l'annexe 3 du CGI prévoit déjà que la maison d'habitation de l'exploitant agricole peut être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation à condition de faire partie physiquement de l'exploitation, de ne pas présenter le caractère d'une maison de maître, et donc cet amendement est satisfait par le droit existant. Donc je demande le retrait à nos 3 collègues par rapport donc à la satisfaction qu'ils ont que déjà le problème est réglé par anticipation depuis longtemps. Est-ce que le ministre confirme? Parce que le premier amendement est un peu différent des 2 autres. Non, je confirme la question tout à fait pertinente posée par mon ami normand Charles Revet, c'est de savoir si on peut rendre la maison d'habitation d'une exploitation rurale amortissable. Et la réponse est oui. Donc la réponse à votre amendement 27 rectifié quinquies, c'est l'article 38 sex decies. Comme quoi le Code général des impôts corrige encore plus ces textes que Charles Revet, ses amendements. Et cet article prévoit explicitement que la maison d'habitation du propriétaire exploitant peut faire partie de l'amortissement sous réserve effectivement qu'elle fasse effectivement partie de l'exploitation. En gros, si vous avez une exploitation auprès de Fécamp et que vous avez une maison qui se trouve à Nice, évidemment la maison à Nice n'est pas amortissable. En revanche, si vous avez une exploitation laitière dans le pays de Caux, ce qui peut arriver, cher Charles Revet, et que votre maison d'habitation fait partie de cette exploitation laitière, elle est amortissable. Voilà. Alors, Monsieur Revet, est-ce qu'il y a d'autres? Parce que je voulais savoir qui avait défendu le premier. C'est Monsieur Chastel? Non, c'est Madame. Vous souhaitez, Madame Ronine? Oui, j'ai pas utilisé le prénom. Madame, vous le retirez? Il est satisfait. Monsieur Revet. Oui, je remercie Monsieur le Ministre. C'est ce qui justifiait votre interrogation, Monsieur le Président. Mais je crois qu'il faut bien informer les jeunes que ce qui peut apparaître comme une facilité peut se retourner à terme contre eux. Et bien entendu, en Pays de Caux, c'est toujours dans le Clos Mazur. Mais même ailleurs, ça peut être autrement. Mais je crois c'est une très bonne disposition. C'est prévu dans les textes. Mais je crois qu'il faut bien informer les jeunes que dès lors qu'ils amortissent, leur bien ne leur appartient plus tout à fait parce qu'à terme, il peut y avoir remise en cause et récupération par le fisc dès lors qu'il aura été amorti. Je crois qu'il faut regarder ça de très près
avant qu'ils fassent leur choix. Et après, c'est à leur disposition. Il est retiré. Monsieur Câlin, vous le retirez aussi? Bien, je vous remercie. Et maintenant, 4 nouveaux amendements. C'est Monsieur Lecam, le 314. Monsieur Lecam, vous avez la parole. Oh, j'ai perdu une page. Je suis désolé. Zut, alors il y a un morceau qui est tombé. Bon. Je suis désolé, j'ai perdu un morceau. Bon, oui, en fait, cet amendement a trait aux retraites. Effectivement, nous n'allons pas régler cette question dans ce texte, mais nous voulions tout de même attirer l'attention du gouvernement sur la situation des retraites agricoles, dans la mesure où le président de la République avait annoncé un filet de sécurité. Et parmi les annonces faites à l'époque, 2 des mesures en ce qui concerne la revalorisation des petites retraites agricoles étaient déjà amorcées depuis janvier 2007. Je vise ici la suppression des pénalités pour années manquantes et l'abaissement du nombre d'années de carrière non salariée agricole pour y accéder. En revanche, le silence du gouvernement est assourdissant en ce qui concerne un niveau satisfaisant de revalorisation des retraites. En effet, le résultat obtenu n'est absolument pas à la hauteur du discours tenu et des attentes du monde agricole. Sur plus de 1,7 million de retraités non salariés agricoles, seuls 190 000 des plus petites retraites ont bénéficié d'une revalorisation, soit 11% de l'ensemble des retraités. 80% des revalorisations ont été d'un montant inférieur à 50 €, 40% des revalorisations ont été d'un montant inférieur à 10 € par mois. Pourtant, les retraités non salariés de l'agriculture ont les plus bas niveaux de retraite actuellement en France. 40% des monopensionnés, qui n'ont donc pas d'autres retraites, perçoivent moins de 500 € par mois et 90% n'atteignent pas le seuil de pauvreté, qui est de 817 € par mois. Par cet amendement, donc, nous demandons un engagement sur un point qui nous paraît essentiel, une retraite minimum à 85% du SMIC pour tous les non-salariés agricoles présentant une carrière complète, comme cela existe déjà depuis 2003 pour les salariés. C'est le sens de cet amendement. Parfait. Qui défend pour le groupe Madame René Nicole. Bon, je pense que je serai très brève puisque Didier Guillaume a très bien défendu la cause des retraites tout à l'heure. Je rajouterai tout simplement le fait que nous sommes tous d'accord ici pour reconnaître qu'il n'est pas acceptable qu'un exploitant ayant travaillé à temps complet touche moins de 897 € à la retraite. Donc c'est un montant plancher qui est encore trop bas selon nous et qu'il constituerait un progrès pour certains agriculteurs. Donc c'est la raison pour laquelle j'appelle à voter pour cet amendement. Parfait, je vous remercie madame. Monsieur le Président Colin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais être un peu redondant, mais c'est un sujet qui nous préoccupe et qui est un sujet dramatique que nous vivons très mal sur le terrain. La profession agricole attendait d'ailleurs un volet social dans ce texte, notamment sur ce dossier brûlant des retraites, mais aussi celui des pré-retraites. Il s'agit d'un sujet majeur qui mérite à l'évidence d'être traité. Trop d'agriculteurs touchent encore aujourd'hui une retraite de l'ordre de 500 €, alors que le minimum vieillesse s'élève, faut-il le rappeler, à 700 € et devrait augmenter, si l'on en croit les engagements du Président de la République, de 25% d'ici 2012. Ce n'est donc pas acceptable. Notre groupe avait déposé plusieurs amendements pour permettre à tous ces hommes et ces femmes qui travaillent dur de quitter le métier dans des conditions dignes, acceptables. L'un d'eux visait notamment à garantir le versement d'une retraite au moins égale au minimum vieillesse. Ces amendements ont malheureusement été victimes du terrible article 40. Il nous reste celui-ci qui nous permet au moins de vous interpeller, Monsieur le Ministre. La loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a inscrit pour les salariés l'objectif d'une pension de retraite au moins égale à 85% du SMIC net. Dans un souci d'équité entre les retraités, le même objectif doit être inscrit pour les non-salariés agricoles. Près de 90% des monopensionnés n'atteignaient pas cet objectif, faut-il le rappeler, en 2007. Je crois, Monsieur le Ministre, qu'il faut trouver des solutions concrètes pour remédier à cette situation. Sinon, je l'ai dit tout à l'heure,
Mais je le répète, comment arriverons-nous à susciter des vocations chez les jeunes? Lesquels d'entre eux auraient envie d'un labeur de tous les jours pour à peine un RMI, avec en plus la perspective d'une retraite misérable? Je crois qu'on est là face à un problème dramatique auquel il faut, Monsieur le Ministre, s'attaquer de toute urgence. Je vous remercie. Monsieur Muller, le 607 rectifié, s'il vous plaît. Alors ça, c'est dramatique. Comment est-ce que les gens... Il a été parfaitement défendu par mon collègue Colin, donc très bien. Merci, Monsieur Muller. Alors, Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces 4 amendements? Alors, c'est vrai que le problème est dramatique. Je reprends l'expression de notre collègue, le président Colin. C'est vrai qu'il faut améliorer ces retraites agricoles, mais ce n'est pas dans l'élément, je crois que ça a été dit par chacun de nous, qu'on va voir ce problème très important pour l'agriculture. Nous le verrons bien sûr, comme disait Didier Guillaume tout à l'heure, lors du grand débat, je reprends ces termes, qui a été évoqué, donc, ils seront évoqués donc, par le président de la République et aussi le Premier ministre à l'automne, le chantier des retraites. Donc c'est un avis défavorable pour les 4, favorable pour augmenter les retraites, mais défavorable pour les amendements. Bien, d'accord. Monsieur le ministre, suivez-vous le rapporteur? Avis défavorable également, Monsieur le Président, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées précédemment. Une fois encore, nous ne nions pas les problèmes, notamment la question de l'accès au minimum vieillesse, qui est due en particulier à la question du recours sur succession, qui fait que beaucoup d'exploitants agricoles hésitent à demander l'accès à ce minimum vieillesse. Mais toutes ces questions-là ont été évoquées directement auprès d'Éric Woerth, et donc nous les traiterons dans le cadre de la réforme des retraites. Bien, le maintenez-vous les uns et les autres, compte tenu des explications données par le rapporteur et le ministre? Vous le maintenez? Bien. Alors je mets au voix le 3... Ben, ils sont pareils, hein, je fais un seul vote si vous en êtes d'accord. Bon, explication de vote, Monsieur Muller. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, très brièvement, je crois qu'il me paraît utile, malgré la déclaration du ministre, d'inscrire dans une loi de modernisation que nous souhaitons progresser dans la matière. Que l'on travaille sur le sujet par la suite, c'est bien, mais aujourd'hui, nous faisons une loi de modernisation de l'agriculture. Je crois qu'il faut indiquer le cap en matière de retraite. Bien, je vous remercie. Alors, je vais mettre aux voix les amendements 314, 437, 552 et 607 rectifiés. Ceux qui sont pour veulent bien lever la main. Est-ce qu'il y a des avis contraires compte tenu du timing? Oui, ils ne sont pas adoptés. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci d'avoir suivi cette séance. Si vous souhaitez la revoir, notre site internet publicsénat.fr. À suivre le journal de 18h présenté ce soir et comme tous les vendredis par Caroline Delage. Bonne soirée à tous.